M. Gonella a fait reculer le mur soviétique. C'est sûrement Jean-Michel Larquet qui va frapper cette balle. Saint-Étienne 76, l'épopée. Au cœur des années 70, à Saint-Étienne, le football n'est pas seulement un sport. C'est un lien, une manière d'être ensemble. Une grande famille qui se cherche, qui se construit et qui ne sait pas encore qu'elle est sur le point d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du football français. Et au milieu de ce groupe de jeunes joueurs, il y a un homme, souvent dans l'ombre, mais que tous les anciens Verts, sans exception, citent lorsqu'il est question de formation, de rigueur, d'exigence. Cet homme, c'est Pierre Garronner. C'est lui qui patiemment, presque obstinément, repère, façonne, va accompagner les Rocheteau, Lopez, Battenet, Sinagel, Larquet ou encore Saramagna. C'est lui qui sillonne les régions, de Bayonne à Dunkerque, de Cherbourg à Valence. C'est lui qui entre dans les cuisines, dans les salles à manger des familles pour convaincre des parents, souvent modestes, que oui, leur fils peut tenter sa chance chez les Verts. Quand j'ai vu ce gamin courir, je savais qu'il viendrait chez nous, confiera un jour Garronner à propos de Dominique Rocheteau. Et Rocheteau, reconnaissant, dira plus tard « Sans lui, je serais peut-être resté à vendanger des buts à Saintes et à ramasser des huîtres. » Garronner n'est pas seulement un recruteur, c'est un pédagogue, à l'ancienne, et un éducateur avant tout, qui, un beau jour de 1957, découvrit un certain Robert Herbin, le Sphinx, grand joueur de la SSE avant de devenir un grand entraîneur, et le chef d'orchestre des Verts de 76. Pierre Garronner inculque les valeurs essentielles, le respect, le travail et la loyauté envers le club. Une sainte trinité érigée en modèle à Saint-Étienne depuis les années 50. Dans les années 70, il n'y a ni argent ni entourage pressant, juste des familles, une valise, un rêve et un club qui devient comme une seconde maison. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky
À l'époque, la SSE, c'est un peu les copains d'abord. Les joueurs mangent ensemble, s'entraînent ensemble, se voient en dehors, vont danser en discothèque. Les épouses se fréquentent avec les enfants. Un quotidien qui soude pour la vie. Jean Vion et consoeurs sont disponibles, humains, loin des images lisses et inaccessibles d'aujourd'hui. On croise les joueurs au marché, dans les cafés, dans les rues commerçantes. La ville n'est pas vaste. Tout le monde se connaît et tout le monde respecte les joueurs qui sont d'ici. Jean-Michel Larquet racontera un jour « Nous étions tous copains. On allait dîner ensemble, on faisait des barbecues, on fêtait les anniversaires sans se demander si une photo finirait dans un tabloïd. Il n'y a pas encore de réseaux sociaux, pas de chaîne info. Un monde où le football reste simple, authentique, presque artisanal. » Les années 70, c'est aussi la fin d'une forme de football romantique. Bien sûr, les joueurs sont payés. Bien sûr, le club est structuré. Mais rien de comparable avec aujourd'hui. Quant au salaire, rien d'extravagant. Pas de contrat mirobolant, pas de clause à rallonge, pas d'agents exigeant des millions. Juste une poignée d'hommes qui jouent au football pour le plaisir, pour la camaraderie et pour offrir quelque chose à une ville où chaque dimanche, les usines, la fatigue et le gris du quotidien s'effacent en une seule couleur, le vert, couleur prairie des maillots Lecoq Sportif. Le merchandising n'existe pas encore, mais c'est Saint-Étienne qui sera précurseur et lancera les premiers produits dérivés. Les maillots ne s'achètent pas encore, on ne fait pas floquer le nom des joueurs. Les enfants découpent des photos dans Miroir du football et dans le tout jeune magazine 11, la future référence mensuelle du football français qui naît en ce début d'année 1976. Mondial apparaîtra l'année d'après et les deux fusionneront en 1989. Les écharpes sont tricotées maison à la grande joie des grands-mères. Les drapeaux se fabriquent avec des vieux draps qu'on repeint. C'est un football simple, un football populaire. Un football où l'on peut frapper à la porte d'un joueur pour obtenir un autographe. Et où il vous invite même parfois à prendre un verre. Ce qui frappe lorsqu'on observe l'équipe de 75-76, c'est qu'elle est presque 100% maison, excepté les deux stars étrangères que sont le défenseur argentin Osvaldo Piazza et le gardien de but, le yougoslave Ivan Kurkovic. On y retrouve 6 joueurs vainqueurs de la Coupe Gambardella de 1970, à commencer par Patrick Révelli, Jacques Santini et Christian Lopez. Des garçons qui se connaissent depuis leurs 15 ou 16 ans, qui ont grandi ensemble, qui se comprennent sans parler. Une bande de frères. Chacun avec son caractère, bien sûr. Chacun avec sa sensibilité. Mais tous avec la même idée du football, jouer juste, jouer pour l'autre. L'entraîneur Robert Herbin dira un jour cette phrase magnifique « Ils n'avaient pas besoin de moi pour savoir où aller. Ils avaient grandi ensemble. Ils étaient une équipe avant même d'être des joueurs. » C'est ce ciment humain, ce mélange d'innocence, de talent et d'amitié qui va porter les Verts très loin. Jusqu'à Kiev, jusqu'au PSV, jusqu'à Glasgow. Jusqu'à une finale, un fameux soir de mai 1976, dont la France entière parle encore. Mais avant de rêver d'Europe, il faut comprendre ce qui fait le cœur de cette équipe. Et ce cœur, c'est la camaraderie, la simplicité et la solidarité. C'est dur aujourd'hui peut-être, demain ça sera vachement mieux. Tu tournes en rond comme une bête,
ce milieu des années 70, on est dans une France qui change. Les 30 Glorieuses s'essoufflent, le chômage augmente, les mines ferment les unes après les autres. La crise est là. Et pourtant, à Saint-Étienne, quelque chose continue d'unir les gens et d'apporter de la gaieté. Le football. Un football joyeux qui ne connaît pas encore les dérives modernes et où l'on joue d'abord pour ses copains avant de jouer pour sa carrière. À la fin de la saison 1974-1975, l'exploit contre l'Hajduk Split déclenche un premier frisson national, un avant-goût de ce qui arrivera en 1976. Mais le véritable ingrédient de la magie, ce n'est ni la tactique, ni la technique, c'est cette bande de copains talentueuses et joyeusement insouciantes qui ne se définit pas encore comme une grande équipe, mais qui s'apprête à conquérir la France et les cœurs et à rentrer pour toujours dans la légende. Merci à Emmanuel Broussière qui était à la technique. Vous avez pu entendre dans ce second épisode Kung Fu Fighting chanté par Carl Douglas, tube des dance floors de l'année 1974, puis Aujourd'hui la crise de Jacques Higelin, chanson figurant sur son album Alerter les bébés, sorti en 1976. Terminons avec une dernière chanson, et Monty, qui enregistrera un album entier à la gloire des Verts, où figure bien sûr le mythique Allez les Verts, qu'on ne présente plus, mais aussi le titre moins connu, Tapis Vert. Et comme disait Bill Shankly, le mythique entraîneur des premiers succès des Reds de Liverpool dans les années 60, certaines personnes pensent que le football est une question de vie ou de mort. Je trouve ça choquant. Je peux vous assurer que c'est bien plus important que cela. C'est tapis vert, tu en rêves, toi qui ne joues que sur du goudron. À l'école, pendant la récréation, c'est tapis vert, tu en rêves, tu n'as que 6 ans mais déjà tu sais que tu seras comme ton papa, joueur de football, ton papa c'est ton idole à toi. Joueur de football, tu seras. Tapis vert, tu l'as déjà, ton bas du foot il n'est qu'en plastique, mais il suffit d'un coup de baguette magique